Il n'est pas de hasard, il est des... Festival, ou du moins le Salon international du livre, parce qu'il est question de festival de livres toutes les semaines sur ce même plateau. C'est notre cheval de bataille, vous l'aurez certainement remarqué. Troisième invité, Azdin Gerfi, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes le directeur de la maison d'édition Shihab, qui fête presque ses 30 ans de création depuis quelques temps déjà. L'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Ben, nous le fêterons avec vous, justement, une dizaine ou une quinzaine de titres pour cette 23e édition du Salon international du livre. Alors la crise, vous la connaissez, ou votre entreprise ne la connaît pas du tout. Nous allons On parler... va en parler tout à l'heure. Avec un énorme plaisir. Et puis le soutien aux jeunes maisons d'édition. Est-ce qu'il existe réellement? Elle a ouvert sa maison d'édition il y a quelques années de cela, mais elle continue justement à progresser, à faire son petit bonhomme de chemin à travers sa maison d'édition du Champ Libre. C'est à Constantine. Elle, c'est notre quatrième et dernière invitée de ce soir. Il s'agit de Mariam Mardassi. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous élargissez le cercle à travers cette fois-ci un regard assez pointu sur la mémoire et l'histoire. Votre père, vous excusez du peu, Abdelmajid Mardassi était sur ce même plateau il y a quelques semaines pour nous parler du GPRA, le gouvernement provisoire bien sûr de la République algérienne, un mandat historique entre septembre 58 et 3 août 62. Et puis vous flirtez entre l'histoire et la poésie et donnez également de la visibilité aux jeunes créateurs, aux plumes émergentes. Merci d'être avec nous, Mariam Mardassi. Donc, il est question, donc, je vous le disais à l'instant, sommaire de l'émission du 23e Salon international du livre. Questions-réactions, cultureclub@tv.dz. Rebonsoir, Selma Hellel. Donc, je le disais, directrice des éditions Balzac. Est-ce que ça serait réellement précipité de parler d'un véritable bilan 24 heures après la fermeture de cette manifestation dédiée au livre? Que vous a-t-elle réellement apporté, vous, en tant que maison d'édition? Alors voilà, il est peut-être un peu tôt, en effet, pour dresser un bilan exhaustif, mais je ne peux être que dans des commentaires un peu à chaud. D'abord, commencer par les choses heureuses. Hein, c'est quand même essentiel. C'est pour voilà, que nous nous réjouissions fondamentalement quand même. Que pour parler de fête du livre. Hein. Ben, ça l'est en tout cas parce que fondamentalement c'est un rendez-vous qui nous autorise qui nous offre la possibilité de rencontrer ce public qui le reste de l'année reste un peu impalpable, un peu invisible, qu'on rencontre accessoirement dans les librairies, dans les cafés littéraires. Mais là il vient en masse. Vous avez ces personnes qui de tous les coins du pays, et j'insiste sur cette dimension-là, tous les coins du pays viennent. Vous
demande des comptes en quelque sorte, vous montre qu'ils suivent le parcours des auteurs que vous accompagnez, sont au courant de la moindre publication, qu'ils suivent votre parcours en tant qu'éditeur. C'est assez bouleversant en fait d'être dans cette rencontre-là. C'est parce que également ces grands curieux des questions livresques ne trouvent malheureusement pas les titres en question tout au long de l'année, parce que le problème de la diffusion et de la visibilité reste un point noir, malheureusement. Alors vous voulez qu'on aborde des questions qui fâchent d'emblée. Mais oui, alors donc effectivement, on se réjouit, et en même temps, cette expérience, ce salon du livre, ce moment qui est si important, et pour les lecteurs et pour nous, est en effet un peu un leurre. C'est un moment qui va nous donner l'illusion que toute l'Algérie lit, pour faire court, et tout le monde va en faire un peu les gorges chaudes, mais c'est en effet un leurre, parce que qu'est-ce que ça veut dire en creux? Ça veut dire que ces gens-là, le reste de l'année, sont totalement sevrés de livres, non pas tant de livres à deux niveaux, en fait. Ils sont sevrés aussi bien du livre international, du livre étranger, que du livre local. Pourquoi cela? Parce qu'il n'existe pas d'autre salon international du livre dans le pays durant le reste de l'année. Et deuxièmement, parce que... Quelques tentatives, des journées organisées ici et là, à Boujima par exemple, le mois d'avril ou le mois de mai, oui, mais pas international. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'insiste sur la dimension internationale, parce que les gens ont besoin aussi d'avoir accès aux livres étrangers, que ça soit du livre technique dont les Suisses par exemple sont très friands, les livres français en langue française, mais évidemment tous les livres du Moyen-Orient, du Liban à l'Égypte. Donc si vous voulez, c'est ça qui motive aussi beaucoup les gens. C'est qu'ils savent très clairement qu'au Salon international du livre d'Alger, il y a du livre étranger, pas très cher, puisque grâce aux taxes particulières appliquées à ce moment-là, le livre est relativement accessible. Contrairement au livre national. Alors, et pourquoi les gens viennent aussi au salon? C'est précisément parce qu'il n'y a pas de librairie. Ouais. Je vais paraître un peu sévère, mais après je parle aussi sous le contrôle de mes pairs, de mes collègues. Je pense qu'il n'y a pas plus de 15 librairies, et je crois en fait que je suis pas sévère, je suis complaisante, je suis indulgente. Pas plus de 15 librairies dignes de ce nom à l'échelle du pays tout entier. Et je pense que voilà, pour 40 millions pour les d'habitants, éditeurs, on a souvent entendu dire que les éditeurs étaient très importants lors de l'organisation de cette 23e édition, comme la précédente, de la 22e. On a parlé de 300, voire même de 350 éditeurs. Alors que dans le fond et réellement, il en existe, pour être réellement vrai, hein, et non pas sombrer dans la démagogie, une vingtaine ou une trentaine de maisons d'édition qui activent tout au long de l'année, toutes langues confondues, langue française, langue arabe, mais également langue amazigh. Oui, bon, moi là, je ne suis pas habilitée à me prononcer sur la... Nous sommes en confrontation permanente avec tous les éditeurs tout au long de l'année. C'est eux-mêmes qui nous envoient tous leurs ouvrages pour donner de la visibilité justement à leurs auteurs. Des gens comme vous, journalistes, qui êtes dans cette endurance-là, qui êtes dans cette constance-là et qui êtes en effet qui vous coltinez cette réalité tout Vous me parliez de l'heure tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle justement. Oui, peut-être, voilà. Alors il y a peut-être qu'effectivement, il est clair, alors vous parlez tout à l'heure de crise dans votre présentation, et il me semble que la crise en effet est là, mais qu'on est peut-être aussi dans un moment que cette crise a peut-être favorisé une espèce de période de décantation. Nous sommes dans une période au fond de décantation, après cette période totalement faste, d'un faste presque extravagant, où le ministère de la Culture soutenait de manière massive et peut-être un peu désordonnée et anarchique le livre, et où maintenant toutes les sources d'aide ont tari, mais alors voilà, peut-être que M. Guerfi nuancera le propos. Eh bien là, il y a une période de décantation, parce qu'à l'époque où cet argent était distribué de manière un peu inconsidérée, il y a eu une espèce de pullulation d'acteurs du livre un peu autoproclamés, sans réelle légitimité, sans professionnalisme, et que donc maintenant qu'il n'y a plus d'argent, eh bien oui, il y a une période de décantation où tous ces gens-là disparaissent et meurent de leur belle mort. Et au fond, ce n'est peut-être pas plus mal, parce que ceux qui restent sont peut-être ceux qui ont réussi à s'ancrer dans le paysage, dans le champ éditorial, et sont ceux qui font montre de plus de professionnalisme, on va dire, parce que c'est le professionnalisme qui garantit la durée.
À un moment donné, on avait parlé de l'absence d'une véritable réflexion, donc justement, sur le SILA. Pendant 22 ans, on n'a jamais fait de véritable étude, de donner un véritable bilan sur les meilleures ventes, sur les auteurs qui ont le plus de visibilité, sur les maisons d'édition qui naissent et qui disparaissent en un claquement de doigts comme par magie. Voilà, ce sont j'imagine, des questions primordiales sur lesquelles nous devons impérativement travailler pour régler cette histoire de la crise du livre, si tant est qu'elle existe, parce que j'aimerais bien entendre par la même occasion le discours des uns et des autres. Selma Hallel. Alors, 23e édition du Salon international du livre, question-réaction, cultureclub@entv.dz. On avait dit, bien avant le début de l'enregistrement, justement avec vous, bonsoir, Azdine Garfi, directeur de la maison d'édition Shihab. Il y a une véritable crise, vous la ressentez, vous qui avez pratiquement 30 ans dans le domaine du livre? Oui, moi je continue un petit peu juste dans la lancée ce que vient de dire mon ami Selma. C'est extraordinaire. On parle d'1,5 million de visiteurs. Ils vont donner des chiffres, peut-être 2 millions ou 1 million, on ne sait pas. Mais sur quoi on travaille pour donner ce chiffre, ces chiffres mirobolants? Peut-être sur les portiques, hein, les entrées, les sorties, etc. Et je peux rentrer et sortir 3-4 fois par jour. C'est pas grave, mais 500 000, même si c'est 700 000, 800 000, 500 000. Les gens se déplacent de tout le pays, parce qu'on est en contact direct avec ces lecteurs qui viennent au salon. Moi, mon avis, la moindre des choses, depuis 22 ans, on ne parle pas, au moins depuis 7-8 ans, que le SILA fonctionne sous la tutelle du ministère de la Culture, il n'y a pas un institut de sondage qu'on puisse faire un sondage. D'où viennent ces lecteurs? Qui expose? Combien de titres? On n'a pas besoin de se déplacer. Mais ça a été une réflexion que nous avions provoquée. Mais qui vient au salon? Qui vient au salon? Quel est le budget des ménages? Ils viennent pour comment consommer et comprendre. Peut-être ces données peuvent nous donner peut-être une autre réflexion sur comment aborder ce marché. Est-ce que c'est un problème de librairie? Ou est-ce que c'est un souk où les gens, chaque année, chacun prend le budget et vient se déplacer à Alger pour acheter, comme le mouton d'Adaïd, une fois par an sa viande, et il rentre avec ses bouquins. Moi, mon avis, ce que je demande peut-être à nos amis du commissariat, faites-le l'année prochaine, ça ne demande rien. Tout le monde rentre, il y a un questionnaire, une dizaine ou 20 sondeurs, et ça peut nous donner des informations, des éléments d'études. Des éléments. Qui est éditeur, qui n'est pas, combien de titres, et là, ça peut nous donner un peu de visibilité. Voilà. Mais ne pensez-vous pas qu'on répète toujours qu'on est dans une forme de discours assez fossilisé à Azdine Garfi? Nous avons posé ces questions il y a quelques années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le même plateau à poser toujours les mêmes questions. Pas de sondage, pas de véritable réflexion sur le SILA, sur les impacts sur la vie sociale, bien sûr, sur la visibilité, sur notre image, sur le plan national, mais également international. On est réellement aujourd'hui dans une forme de questions répétitives. Vous savez, oui, c'est des questions qui se répètent, mais le problème, c'est que il y a des expériences qui ont fonctionné dans des pays, c'est pas possible. C'est-à-dire 30-40 ans après. Vous savez, en Europe, quand il y a un projet de librairie, il va à la mairie. Ils vont lui donner des statistiques. Tu vois, sur la population qui habite dans le quartier. C'est-à-dire, ils vont lui donner des informations. C'est au niveau alors, l'équivalent de notre APC. Et nous, professionnels à l'échelle nationale, on n'a aucune information. Aucune information. Moi, je crois que c'est un problème d'organisation de ce secteur, d'une part. Deuxièmement, effectivement, on a travaillé des années, depuis 89 jusqu'à 2015, pour faire voter des lois pour dire, voilà, ça peut être, des textes de loi peuvent permettre un petit peu de dynamiser le secteur, de créer des mécanismes pour vraiment, pour relancer une véritable industrie du livre. Et 2015, il y a la loi qui est passée, on est tout content. Et 2015 jusqu'à 2018, il n'y a aucun texte d'application. Mais attendez, mais en 2003, il y a eu aussi des assises du livre. Hein, oui, les assises. Beaucoup de recommandations. Alors, si ces recommandations... Mais c'est ça l'aboutissement de la loi. Oui, d'accord. Mais c'est l'aboutissement de la loi. Les assises du livre, tout ça, c'est un travail pour faire une loi. Mais maintenant, cette loi existe. Et de 2015, je dis 2015 à 2018, il n'y a pas de texte d'application. Et je vais plus loin. Il y a la loi de finances de 2010 qui exonère le papier destiné à l'édition. Et en 2018, il n'y a pas de texte d'application. Moi, je trouve qu'il y a un véritable problème. Est-ce que
c'est un manque de volonté politique? Est-ce que c'est un... On ne comprend pas. Mais c'est la seule manière, vous savez, que si cette loi on applique, on peut baisser nos prix de 30% chez l'imprimeur. Parce que l'imprimeur paye 15% de droits de douane et 19% de TVA. La question de nos téléspectateurs sur le cultureclub@untv.dz qui disait en ces termes-là, aujourd'hui, le livre, l'achat du livre, le pouvoir d'achat est un véritable handicap. Acheter un livre devient presque chose impossible aujourd'hui. Qui décide du prix du livre ? Comment qui décide? C'est l'éditeur, c'est... Vous savez, c'est l'éditeur, bien sûr, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. C'est des calculs, ça dépend. Il y a des projets lourds, comme un beau livre, où il y a des charges, il y a des déplacements, il y a les photographes, il y a l'hébergement, il y a tout ça qui peuvent, tu vois... L'impression en quadrichromie. L'impression en quadrichromie, mais l'impression représente peut-être... 40% du prix du livre. Vous parliez de cette loi sur l'importation du papier destiné au livre qui est de 17%, je pense. Non, le 15% de droits de douane et 19% de TVA. Mais quand on imprime un livre à l'étranger, c'est qu'on paye 0% de droits de douane et 9% de TVA. Mais nous, on est patriotes, on imprime ici. D'accord? Patriotes, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de difficultés d'imprimer un livre et de l'importer. Et c'est un autre métier, importer. Est-ce que vous pensez que les grands curieux que nous sommes... Qu'on ne réfléchit même pas à imprimer à l'étranger, sauf pour certains ouvrages, on le fait pour certains beaux livres, peut-être exception, ou en coédition. Ça a été votre cas à plusieurs reprises pour certains titres, Salma Halal, Actes Sud et Le Bec en l'air également. Le Bec en l'air, mais récemment, en effet, on a eu un mal fou à importer les exemplaires de l'anthologie de la BD arabe qu'on a fait en coédition avec Actes Sud, et il a fallu 6 mois de démarche. Ouais. Ça donne des indications sur la complexité du travail que nous faisons. Parce qu'en fait, le lecteur, quand il vient au salon, pour parler du salon qu'on a, donc, on a terminé hier 12 jours d'exposition. D'intenses activités. Exactement. Quand le lecteur est là, il nous dit le livre est cher, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'un éditeur accomplit, toutes les difficultés que nous avons. Mais nous, acheteurs, on n'est pas censé rentrer dans cette considération-là. C'est une occasion pour expliquer peut-être de près aux lecteurs, aux futurs lecteurs aussi. Il y a des gens qui viennent, qui n'achètent pas. Mais quand on explique, peut-être que c'est aussi une occasion de rapprocher et de vulgariser un peu le travail que nous faisons, les difficultés que nous avons. Cette loi qui n'est pas encore applicable, dont on ne connaît absolument pas l'aboutissement finalement. Depuis 2015, on est en 2019, c'est bon, en 2018 on l'a terminé. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a un réel marché du livre en Algérie? Est-ce qu'il y a une réelle politique du livre en Algérie? Où est la gestion? Est-ce qu'on doit tout incomber au ministère? Est-ce que nous, on doit prendre tout en charge? C'est des questions qui sont posées, qui étaient posées avant, mais maintenant on creuse encore. Où est-ce qu'on va avec ce métier? Moi, je suis à la 10e année, j'entame ma 11e année. Je suis la plus jeune éditrice algérienne, mais en discutant donc avec mes collègues, mes aînés dans le travail, je me dis que le chemin est encore lent. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais je me dis que il y a quelque chose, il y a des choses à faire, mais avec qui et pour qui on le fait? Nous, on le fait par amour, par passion. On est éditeur ou éditrice. La passion ne nourrit pas son homme, jeune fille. Exactement. Mais je ne vis pas de ça. Ouais. Hein. D'accord. Vous connaissez un peu toutes les conditions. Eux aussi connaissent les conditions avec lesquelles. Et l'auteur, il est là, il nous accompagne. L'auteur, il est indulgent. Il nous accompagne, il est là. Des fois, il est indulgent, des fois pas. Donc le rapport auteur-éditeur, c'est une autre thématique. C'est une autre thématique. Pour revenir justement à la question de la pédagogie, et pardon, petite incise, le salon comme occasion d'être un peu pédagogique et d'être didactique auprès non seulement du lecteur, mais aussi de l'auteur qui va régulièrement se plaindre que par exemple son livre ne soit pas à l'ouest ou à l'est. Ce sont des remarques récurrentes de la part de nos téléspectateurs. Et c'est légitime, enfin je veux dire en effet, mais c'est l'occasion aussi de lui dire que qu'ils comprennent dans quelle mesure nous sommes pris en otage par des distributeurs qui, ne payant pas leurs factures, nous exposent à le seul moyen de représailles qui est celui de ne pas livrer les livres en librairie. Enfin je veux dire, et donc c'est en effet extrêmement complexe. C'est un vrai casse-tête. Et c'est un vrai. Les maillons sont tellement imbriqués. Donc c'est une équation à 15 inconnus pratiquement. Oui. Pas qu'on vous arrivez à la simplifier. Si vous voulez rajouter. Oui. Mais en fait, on est là
On publie, les publications, c'est pas ça qui manque. Les écrivains, ce n'est pas ça qui manque. Madame Defous est là pour... on va l'entendre dans quelques instants, parce qu'elle a été un véritable chemin de croix et qu'elle a concernant pour l'édition de ses livres. Elle va parler de ce qu'elle a vécu, mais... Après l'accompagnement de ce livre, mais après l'acheminement de cet ouvrage dans toutes les librairies, nous on aimerait bien avoir des librairies un peu partout, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Une librairie dans chaque commune, par exemple. Ça a été l'un des projets de l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumé, il y a quelques années de cela. Oui, mais là encore, il y a des librairies communales qui viennent d'ouvrir, il y a des librairies, des bibliothèques communales qui viennent d'ouvrir, des bibliothèques wilaya qui viennent d'ouvrir. C'est un lapsus révélateur. Oui, oh j'espère, voilà. J'espère. Mais le problème, voilà. Ouais. Ils ouvrent des administrations, c'est pas des bibliothèques, parce qu'effectivement, on trouve de plusieurs mètres carrés, hein, je parle pas de centaines de mètres carrés, mais le problème, ils n'ont pas de budget annuel pour se doter, pour acquérir de livres. Et ça, c'est un véritable problème. Là, et ça devient plus ça va être des salles de révision, et des salles de révision, c'est plus des bibliothèques. Là, l'aide du ministère, peut-être qu'elle peut être là importante. Et là, on peut voir un peu la différence du travail. S'il commandait chez chaque éditeur de chaque titre, je ne sais pas. Mais on incombe tout au ministère de la Culture également, Mariam Madassi. C'est-à-dire pendant de longues années, si vous permettez, bon, l'aide de l'État est obligatoire, entre parenthèses, mais on avait provoqué un débat il y a de cela quelques semaines, ici, lors de l'organisation de cette 23e édition du Salon international du livre, en disant le ministère de la Culture a beaucoup aidé les jeunes maisons d'édition ou les maisons d'édition en achetant, ou du moins en rachetant 1000 exemplaires de chaque ouvrage. Mais est-ce que cet argent-là, injecté et donné aux jeunes maisons d'édition, les a vraiment aidés? Est-ce que ces maisons d'édition ont tout investi pour justement aller à la rencontre, éditer de nouvelles plumes, être dans le rachat de droits, la coédition, etc. Là, c'est une autre question, hein, justement. Moi, je n'ai reçu aucune aide. Oui. J'ai beau déposer, mais je n'ai reçu aucune aide. Moi, si vous permettez d'être légèrement... Oui, c'est votre expérience, c'est votre expérience d'éditrice. Ça fait 10 ans que j'existe. J'étais pendant la période où, effectivement, fast, comme disait Selma Hellel, je n'ai reçu aucune aide. J'ai déposé des manuscrits, dictionnaire des musiques de Constantine, en arabe, en français, c'est quelque chose, c'est un patrimoine national. C'est pas quelque chose, un roman... Même pendant Constantine, capitale de la culture arabe, à un moment donné. Bien avant. Et pour la capitale de la culture arabe, c'était un véritable, je ne vais pas utiliser le mot, mais je vais l'utiliser comme un véritable fiasco. Je suis jeune éditrice de Constantine, constantinoise, je propose au moins 6 projets de livres, on retient un seul à la fin. Et je viens d'être payée, c'est ce que je disais à Selma tout à l'heure, je viens d'être payée depuis 2015. Là encore, elle est où la gestion ? Moi, c'est important pour moi de le dire. Il y a d'autres éditeurs en Algérie, ça n'empêche pas que tout le monde puisse travailler. Il n'y a aucun souci. Mais qu'on puisse écarter comme ça, j'utilise les mots et je prends la responsabilité de ce que je dis, qu'on puisse écarter des éditeurs qui sont de la ville où est organisée la manifestation, qu'on commande un seul livre et j'ai bataillé pour ça, et j'ai bataillé pour être payée. Il y a révision. Et l'aide dont vous parliez pour les jeunes maisons d'édition, pareil. Donc crise, oui, mais pour certains, Azdine Guerfi. Oui, la crise, elle est réelle. Disons que ça fait 2-3 ans. Il y a une dévaluation du dinar, d'accord. Le pouvoir d'achat a fortement diminué. On parle ni de soutien, mais là, on le remarque au niveau de nos librairies. Maintenant, ceux qui ont la chance d'avoir une librairie, le chiffre a baissé de 40-50%. C'est la cherté du livre, oui, mais par rapport à quoi? Comme on a posé tout à l'heure, le livre est cher. Est-ce que 1000 dinars, c'est cher? Est-ce qu'une recharge mensuelle pour l'utilisation de la téléphonie mobile ou Internet, ça dépasse de très très loin le prix du livre. Maintenant, c'est la priorité que les Algériens donnent à l'acquisition du livre, c'est tout. Moi, à mon avis, je trouve 1000 dinars, c'est pas cher. 1200 dinars, c'est pas cher. Pour certains du moins. Pour certains, oui, mais celui qui consomme 2000 ou 3000 dinars
en recharge téléphonique. Moi, je trouve que c'est... Oui, c'est l'éternelle question quand même de la hiérarchie de priorité. Cher par rapport à quoi? La hiérarchie de priorité qu'un être se fixe à lui-même. Et ça, donc, ça ouvre la vaste question de comment vous éduquez à la sensibilité au livre et dans quelle mesure ça n'est pas que la mission des foyers, mais aussi la mission de l'école et de l'université. Et alors là, c'est un peu la boîte de Pandore, parce que est-ce que l'école et l'université, l'école surtout, parce que l'université c'est trop tard presque, est-ce que l'école joue ce rôle? J'ai quand même très fort le sentiment qu'il y a une désaffection absolue, enfin une indifférence absolument tragique à tout ce qui peut concerner le livre et encore plus le livre de fiction. On est quand même très fort. Bon, alors nous, on le vérifie un petit peu sur notre stand pendant le Salon du Livre. C'est quand même très fort encore. On va aller vers le livre utile d'abord. Et quand je dis livre utile, alors j'intègre aussi le livre d'histoire, le livre témoignage, où l'individu va avoir le sentiment que cet ouvrage va répondre à des questions existentielles sur son cheminement, son identité, des livres sur la religion, etc. Et alors la fiction, ça va, je pense, venir vraiment en tout dernier. Alors que le livre numérique aurait pu régler toutes ces questions-là à un moment donné. Je veux dire, en matière de diffusion, en matière de visibilité de nos auteurs, ici en Algérie, mais également à l'international. Et on en est encore là aujourd'hui, à la génération 2.0, Salma Hallal. Pas de réflexion, pas un véritable travail de réflexion sur le livre numérique lors de l'organisation de cette 23e édition. Si vous voulez, tant qu'il n'y a pas de paiement en ligne. En ligne, la question... On peut pas parler tout est conditionné par le paiement en ligne. Enfin, je veux dire, ça se résume à ça. Je sais que je connais quelques personnes qui réfléchissent à la question du e-commerce et qui ont été frappées par la manière dont certains étudiants avaient déjà, en quelque sorte, pris option pour des paiements en ligne à venir sur des livres, mais tout ça est encore extrêmement par la même occasion, il faut saluer le travail de jeunes éditeurs qui ont investi la toile, qui vendent justement des livres sur la toile. Ça s'appelle kitabi.com ou .dz. Ces livres sont bons, nous les avons reçus il y a de cela quelques mois seulement. La presse a titré pas plus tard qu'hier, lors de la fermeture de la 23e édition du Salon international du livre, le livre universitaire ou le livre spécialisé entre parenthèses, ça a été le parent pauvre de cette 23e édition. J'ai bien envie de vous entendre, d'entendre le discours de chacun. Azdine Gerfi peut-être. Hein. Oui, le livre universitaire coûte très très cher parce que le nombre d'exemplaires il n'est pas important. Il y a beaucoup d'éditeurs, du moins d'importateurs, qui se sont aujourd'hui... À mon avis, j'ai juste en dehors de ce que fait l'OPU, par exemple, pour l'Office des publications universitaires. Oui, l'OPU pour le tronc commun, pour technologie ou biologie. Là, il y a 50 000 ou 60 000 étudiants. Elle tire enfin, un polycopier amélioré en quelque sorte. Là, elle arrive à mettre des livres à 300 dinars, 250 dinars, l'OPU. Mais quand on passe en spécialité, là, il y a une diversité de titres et la demande, elle est de 10, 20, 50 ou 100 exemplaires par titre. Et là, quand on voit les prix pratiqués par les importateurs ou par les éditeurs étrangers qui ont exposé, c'est des livres à 7 000 dinars, 8 000 dinars. C'est un marché qui coûte des milliards en euros chaque année pour nos universités. Malheureusement. C'est un grand vide, une grande faille concernant l'édition aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas des maisons d'édition spécialisées dans le livre universitaire et spécialisé? À mon avis, les livres universitaires, on ne peut pas parler de livres universitaires spécialisés parce que quand on a une bourse de 3 000 dinars des étudiants, est-ce que réellement il y a... si ce livre était produit ici, édité ici, il reviendrait beaucoup moins cher. Il y a des expériences. On a une expérience à peu près. On a eu un accord avec les éditions Erol. On a fait plus de 180 titres. Dans les années 2000, 180 titres dans plusieurs spécialités. Et on a vu, et c'était à l'époque, c'était 400 dinars, 500 dinars le livre. Et on a vu, même les étudiants à ce prix-là n'arrivent pas. Parce qu'ils ont 3000 dinars, ils doivent payer le ticket resto, ils doivent payer certaines charges, le déplacement, et là, ils n'arrivent pas. Mais cet argent des institutions, c'est-à-dire des bibliothèques universitaires, peut-être, enfin, mais c'est la loi aussi pour revenir, pouvait servir pour dynamiser la librairie, parce que la loi dit que les institutions doivent acheter chez le libraire de la circonscription
si l'université à Constantine va acheter chez le libraire de Constantine, et d'Assaïda elle achète chez le libraire de Constantine. Et le libraire... C'est qu'il y ait des libraires. Mais c'est ça. Ouais. Si le budget, supposons, je n'exagère pas, peut-être Constantine, il doit avoir peut-être 15 milliards, une université. Si 15 milliards est consommé une partie, parce qu'il a une marge, le libraire, il achète chez l'importateur, et l'importateur, et aussi les grossistes, et le libraire, ça, nous, en tant qu'éditeurs, on peut proposer nos fonds chez le libraire, et les universités peuvent commander aussi notre fonds. Et c'est en inversant ce rôle que les institutions achètent chez le libraire, c'est là où on peut relancer réellement la librairie, parce qu'on sait qu'il y a un chiffre astronomique de fonds des institutions, et ça passe directement par des regroupeurs à Alger ou à l'étranger, et ça passe pas par les librairies. Mais on a très rarement parlé des métiers liés au livre. Salma Hallal, mais également Maria Mardassi, Azdine Garfi, les libraires, en premier lieu, qui disparaissent comme peau de chagrin chaque année un peu plus. La non-formation donc des libraires, entre autres. La non-formation par la même occasion de certaines maisons d'édition qui pourraient, elles, se spécialiser dans la distribution sur l'ensemble du territoire national, comme pour les importations, etc., etc. Pourquoi n'a-t-on pas réellement, entre autres, réfléchi et provoquer un véritable débat autour de ces questions liées au métier du livre? Écoutez, le débat a eu lieu au moment de la loi. Moi, je sais qu'avec M. Guerfi, la question, par exemple, de la librairie avait été fort débattue, et donc ils ont pensé des dispositifs très précis qui, justement, auraient permis de non seulement renforcer les structures existantes, mais d'en multiplier et de créer un maillage au niveau national. Mais voilà, que voulez-vous que je vous dise voilà, vous parlez de regretter qu'il n'y ait pas de formation. Oui, mais vous êtes confronté à cela au quotidien, vous, en tant que maison d'édition. Salma Hallal chez Balzac, chez Heb, chez Azdine Garfi, mais également Maria Mardassi chez Auchan Libre. C'est un travail quotidien, c'est une problématique que vous subissez au quotidien. Oui, mais qui est extrêmement, au fond, qui est extrêmement angoissante, parce que quand vous réfléchissez bien, vous vous dites pourquoi donc est-ce que je fais des livres si mes livres ne peuvent pas rencontrer leurs lecteurs? C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, si à terme, le seul moment où le lecteur rencontre le livre que vous faites est le salon du livre une fois par an, c'est un problème. Et c'est vertigineux, en fait. Vous voyez? Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, voilà, alors on fait le constat accablant et tout, mais les ressources de cette société sont juste fascinantes. Et il y a... Et je pense que vous confirmerez là, il y a une extraordinaire manière dans la société civile de prendre en charge les défaillances de ce système, de réparer, de compenser, si vous voulez, les trous dans le maillage de la librairie. Et il s'agit des cafés littéraires. Les cafés littéraires sur le territoire national, mais vous en avez une tripotée. Et indice tout à fait édifiant, pendant le salon du livre, sur les 12 jours, nous avons dû être approchés par, sans exagérer, une quinzaine de personnes animant des cafés littéraires dans tout le pays. Chlef, Azazga, Bouzguen, Béjaïa, on les connaît, d'autres sont venus à nous, se sont révélés à nous. Nous avons été approchés par 2 libraires, un de Skizgda et un autre de Sidi Bel Abbas. Donc, c'est dire qu'il y a clairement un maillage citoyen qui, en fait, n'attend plus la librairie. Les gens se prennent en charge, les gens créent des cafés littéraires, les gens organisent, contactent directement les éditeurs, font appel aux auteurs, et les éditeurs, selon leur disponibilité, selon leur énergie, parce que c'est quand même, c'est une forme de militantisme aussi, prennent leur voiture, prennent leurs auteurs, mettent leurs ouvrages dans les coffres et vont dans ces rencontres à Chlef, à Béjaïa, à Azazga, à Boudjima, à Oran. Ce n'est pas tout à fait le métier c'est un dévoiement du métier d'éditeur. Ouais. Je ne suis pas sûre que nous pourrons tenir ainsi, parce que ça use, ça épuise, ça vous vide en fait, parce que c'est souvent le week-end, et le week-end vous n'avez pas forcément envie de vous projeter sur les routes avec l'auteur, etc. Mais c'est aussi, au fond, des ressources que nous mobilisons et une manière d'inventer des solutions pour réparer ces défaillances du système. Mais c'est du bricolage aussi. C'est ce qui vous a entre autres poussé, par manque, je disais, au sommaire de l'émission,
dimension de visibilité de vos auteurs, de créer un véritable espace où vous dialoguez avec eux, vous nous invitez entre autres à aller à la rencontre, c'est votre librairie, l'Arbre à dire. L'Arbre à dire en hommage à Mohamed Dib, bien sûr, l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne. Alors qui, je crois en effet, pour un éditeur, permet une liberté d'organisation, enfin je veux dire, on a de mouvement puisqu'on n'a plus besoin de toquer. Alors on avait très aimablement été accueillis souvent à la librairie de Bab el Oued de Chihab, dans des conditions toujours impeccables, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus confortable de ne pas avoir à demander à être hébergé et à pouvoir organiser un peu au pied levé des rencontres avec vos auteurs. C'est extrêmement confortable. Et puis vous n'avez de compte à rendre à personne. Et ça, c'est aussi extrêmement confortable. C'est la même chose pour Chihab Édition. Oui, voilà. Sa propre librairie. Oui, on a notre propre librairie. Et d'espaces de rencontre, parce que la librairie accueille... Exactement. La même chose, je crois que l'Arbre à dire, c'est dans cette réflexion-là. C'est une très bonne chose, ce qu'ils ont fait, la librairie, dans un quartier où il n'y avait pas de librairie aussi. Oui, un quartier où le culte de la consommation est poussé à son... Voilà, il n'y avait même pas une librairie, mais c'est une excellente chose. Oui, même nous, on a pensé la même chose, c'est-à-dire, on est tributaire d'autorisation si on va dans des institutions. Et avant, il n'y avait pas d'espace. Toutes les librairies, c'était l'ancien réseau Enal. Et il n'existe malheureusement plus, comme certaines librairies. Ne se prête pas à des rencontres débats, peut-être pour des ventes dédicaces, mais pas des rencontres débats. Là, on a investi dans le secteur, on a ouvert nos portes à beaucoup de nos confrères. Mais Alger n'est pas l'Algérie non plus. Non, aller à la rencontre de ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr. Ça reste insuffisant. Vous êtes à Alger, vous êtes dans un quartier populaire et populeux. Oui. Je le disais encore une fois à Bab el Oued. Vous êtes du côté de Hidra, Sidi Yahya, bien sûr. Et puis, tout ça n'est pas l'Algérie. Oran, Constantine, Biskra, Annaba, Ouargla, ce sont également des... Et ce que j'ai parlé tout à l'heure avec mon ami, on a parlé des cafés zinzin. Les zinzins du café riche. Voilà, les zinzins du café riche. C'est un exemple extraordinaire. Et j'ai dit, où vous en êtes? Moi, je crois que c'est la même chose. La société a pris en main les choses. Elle est partie dans un lieu public et dans un café, et c'était une réussite. Moi, j'y vais pas, mais je l'ai suivi. Sur Internet. Mais c'est quoi vraiment cette aventure? Ils ont créé une dynamique à Constantine. Ouais. Vraiment une dynamique. Hein. C'est extrait, tout le monde en parle. Oui. Et ceux qui ont assisté ou ceux qui ont participé. Mais je crois que l'idée que la société civile se prenne en charge dans plusieurs lieux, moi je crois, c'est une solution à moyen terme, en attendant que les choses se mettent en place et qu'il y ait une véritable industrie du livre. Et j'espère qu'on sera pas là l'année prochaine pour provoquer le même débat et les mêmes questions. Quand on produira les textes d'application de cette loi. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Les zinzins du café riche, c'est quoi, Mariam Mardassi? Avant d'aborder d'autres questions avec Kiltoum de Fous. Il n'y a pas de souci. Donc l'enseigne, c'était Houna Qassantena. Oui, comme à la radio. Comme à la radio, l'ancienne émission de la radio. Mythique. Mythique, animée par Ammar Bourgou d'Arbi. Exactement. Et donc l'idée, c'était d'organiser des événements culturels. Il y avait 3 volets, mais le volet le plus important, donc, quand on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, c'était les zinzins du café riche. Et donc on a organisé des rencontres où les gens étaient là. Donc c'est un café emblématique de la ville de Constantine, donc dans la vieille ville Fil Qasba. Et ce café, déjà avant, était le rendez-vous des artistes, des penseurs, des intellectuels. C'était comme dans le Fondoc dont parlait Abdelmajid Mardassi à un moment donné. On a essayé de reprendre un peu le même esprit de rencontre. Avant le Fondoc, c'était plus pour la musique. Et là, en fait, dans la même après-midi, on essayait de traiter d'un sujet. D'abord, on avait le premier volet, c'était on invitait un journaliste pour qu'il nous parle de sa semaine, de l'actualité. Décrypter l'actualité. Décrypter l'actualité, les informations qui l'ont marqué, dire pourquoi et débattre aussi avec les gens qui étaient présents. Le deuxième, c'était l'invité, le principal invité avec un thème principal. Donc ça allait du sport au patrimoine, à l'art culinaire, aux traditions. On avait élargi aussi, donc quand on en avait parlé tout à l'heure, sur la littérature. Et le troisième volet, donc c'était éventuellement de la musique. Et donc les gens étaient là. On commençait l'après-midi à partir de 16h, on essayait
essayé d'arranger un peu avec les gens qui travaillaient et tout. On terminait des fois 19h, fait Ramadan, on terminait à 2h du matin. Et c'était pendant 1 année et demie une effervescence incroyable. Les gens, ils étaient là, ils étaient avides d'espace pour pouvoir discuter, pour pouvoir s'entendre, rencontrer des personnes. Soif d'espace culturel et d'expression. Exactement. Ouais. Et effectivement. Tout à fait. Voilà, et d'échange. d'échange. Exactement. Et en fait, c'était du bénévolat. On a travaillé avec une association Numidi Art, avec la maison d'édition Champ Libre, et les gens, ils étaient là. Quand est-ce qu'on va reprendre les activités? Là, et pourquoi l'avez-vous arrêté dans ces conditions? J'ai fait une pause. Il fallait bien préparer le salon du livre. Ouais. Mais là, on va reprendre, Inch'Allah, peut-être pas au même espace, parce que l'espace a malheureusement fermé, mais on va reprendre dans un autre café littéraire, un café cosy. Moi, je préfère dire café cosy parce qu'on traitait de plusieurs questions en même temps, et reprendre aussi le même esprit d'avoir un lieu où pouvaient se rencontrer les gens qui venaient de Constantine, qui venaient de Annaba, de Skikda, d'Alger, parce qu'ils avaient entendu parler donc de cet espace. Et c'était intéressant de rencontrer les gens qui étaient là et qui étaient vraiment assoiffés de discuter et de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément accessibles. On avait invité Abdelrahman Khalifa, on avait invité Benjamin Stora. Grand amoureux d'histoire et de mémoire. Exactement, Benjamin Stora, c'était un truc extraordinaire. Entre Constantine et lui, c'est une longue histoire. Hein. Bah, toujours une histoire d'amour. Oui, d'amour, oui. Donc, en gros, c'était ça, mais je rassure tous ceux qui nous suivaient, on va reprendre et d'ailleurs, on en a parlé, je parle avec mes collègues aussi pour inviter aussi à faire une petite tournée comme ça entre éditeurs et auteurs pour qu'ils puissent être aussi accessibles et surtout venir ramener leurs livres, leurs petits bébés et qu'ils soient accessibles aussi au public constantinois. Vous parliez à l'instant de Constantine, vous me permettez de rendre hommage à un auteur qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, du moins chaque fois qu'il était d'actualité. Il avait obtenu le prix Mohamed Dib pour son livre 5 dans les yeux de Satan. Une expression que j'ai souvent empruntée pour parler justement et présenter mes invités sur ce même plateau. Et son livre a été réédité chez Casbah Édition. Il s'agit de Abdelhamid Ali Bouhassida, 5 dans les yeux de Satan. Ce sont des nouvelles. Je vais juste vous rendre hommage entre autres à Constantine lorsqu'il parlait de suicide à Sidi Msid sur le pont, bien sûr, de Sidi Msid. Et là, juste pour donner envie à ceux qui iront, j'espère, demain chez leur libraire, pousser la porte de leur libraire habituel, Le Bon, et demander son ouvrage, et pour susciter cette curiosité, il écrit à son psychiatre et il lui dit « Docteur, je ne viendrai pas demain à la consultation. Ce rendez-vous mensuel s'avère désormais inutile. J'ai en effet trouvé le moyen de vaincre définitivement le mal intérieur qui me ronge. Je rêve les yeux grands ouverts. Ce qui, convenez-vous-en, n'a rien à voir avec ces visions cauchemardesques qui viennent chaque nuit agiter mon sommeil. D'ailleurs, quand je vous ai raconté mes cauchemars, vous m'avez dévisagé avec, dans le regard, cette compassion mêlée de mépris que vous éprouvez pour tous les malades que vous consultez, et j'ai aussitôt compris le diagnostic que vous me réservâtes. Désintégration du moi, crise de la personnalité, désintégration du moi, crise de la personnalité, psychopathie et schizophrénie déficitaire. Je vous assure, docteur, que j'ai maintes fois essayé de m'en sortir. Je me suis fixé plein de rendez-vous avec moi-même et je les ai tous ratés. Voilà, ça je vous le conseille vivement. L'ouvrage, mais alors là, un talent extraordinaire. Abdelhamid Bouhassida, 5 dans les yeux de Satan, des nouvelles qui ont été rééditées lors du Salon international du livre, je le rappelle, chez Casbah Édition. On a parlé de crise, on a parlé de problématiques concernant la 23e édition du Salon international du livre, mais comment est-ce que vous expliquez que cette manifestation, que ce rendez-vous-là attire autant d'exposants que de visiteurs, Selma Hallal, mais également Azzedine Garfi et Marie Mardassi? Alors, il me semble qu'on... Internationaux, hein, je rappelle. Ah, voilà, j'allais vous dire, parce que c'est quand même, il faut le dire, le plus gros événement culturel, je pense... au Maghreb et en Afrique, peut-être. Au Maghreb et en Afrique, et donc du coup, ça suscite des curiosités, des intérêts, des appétits, des convoitises. Des convoitises. Je pense que les éditeurs français, par exemple, vendent très bien. Notamment le livre de poche. Alors quelqu'un comme M. Garfi qui aussi s'occupe pourra peut-être nous en parler davantage. Et donc voilà, je pense que les éditeurs et importateurs de livres du Moyen-Orient sont aussi extrêmement satisfaits de ce qui d'abord reste une gigantesque foire, mais au sens pas du tout péjoratif du terme, au sens où énormément de livres en volume se vendent. Donc voilà.
Cela dit, j'ai remarqué cette année que des éditeurs qui venaient d'habitude de manière assez régulière, comme les éditeurs du Sud, qui réunissaient... Mais ils envoient souvent des représentants, ils ne viennent pas personnellement. Ils étaient quand même dans la récurrence. Hein. Cette année, pour la première fois, donc des éditeurs qui viennent du Sud de la France n'étaient pas là. La Suisse non plus n'était pas là cette année. Donc, bon, voilà, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça aussi, ça méritait d'être décrypté, c'est de comprendre ce qui s'y passe. Alors, on a Azine Gafé. Oui, moi je vais continuer un petit peu sur la lancée. Effectivement, ça reste une grande... c'est un rendez-vous incontournable. C'est un événement populaire. Dans tous les cas, c'est pas populaire et professionnel en même temps. C'est pas un salon professionnel. C'est pas professionnel du tout, mais les gens viennent acheter. Mais pour les éditeurs arabes, il ne faut pas... Les pays arabes, la plupart des grands pays arabes sont en crise. Hein. L'Irak, ils ne vendent plus rien. La Syrie aussi. Le Liban, c'est un producteur. Après, on nous parle des printemps arabes. Et vous savez, et les crises, dans du cas au Moyen-Orient, n'arrangent pas les choses. Alors là, c'est une aubaine pour eux. Hein. Parce que même s'ils font un certain chiffre, mais c'est une occasion d'exposer et essayer de vendre. L'une des dernières questions avant d'aller vers Keltom de Fous, n'oubliez pas cultureclub@20tv.dz. Il est question donc justement de réflexion autour de l'organisation du 23e Salon international du livre, qui a refermé ses portes hier. Le livre algérien a-t-il réellement de la place, une visibilité hors de nos frontières, dans les pays arabes? Vous en parliez à l'instant, entre autres le Salon international du Liban, il y a également le Salon de Francfort, le Salon de Paris. Oui. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que nos auteurs ont réellement de la visibilité en matière de qualité en premier lieu? Est-ce que le livre algérien a une place hors de nos frontières? Vous savez, le problème a été à moitié réglé. Enfin, il a déjà pas beaucoup de visibilité ici même en Algérie, mais est-ce qu'il a réellement une place dans les salons internationaux? Moi, je crois qu'il y a une institution qui est, en l'occurrence de l'ENAC, qui ont créé une filiale, qui est financée d'une grande partie par le ministère de la Culture, qui expose au moins dans une dizaine de pays arabes. Je crois qu'ils font Paris, Le Caire, Sharqa, etc. Casablanca, Tunis. C'est une bonne chose. Alors, non, mais moi je parlais de visibilité tout au long de l'année, je veux dire, pas seulement lors de certains événements. J'ai dit une partie du problème. Mais le problème, c'est que ça reste instant, anonyme. Le problème, c'est qu'il n'est pas accompagné par l'animation. Si on n'invite pas les auteurs, personne n'en parle. Qu'est-ce qui empêche notre visibilité? C'est que les livres partent avec des commerciaux. Et ce n'est pas ça la solution. Si on part, je ne sais pas moi, au Caire, on n'invite pas Mostranmi, par exemple, oui, là on va parler du livre algérien, les médias qui s'intéressent. Si on parle, je ne sais pas moi, à Francfort, non, mais Mostranmi a de la visibilité ça peut être au aussi Liban. Une opportunité. Mais c'est toujours ça. Mais c'est les auteurs. C'est les auteurs qui font les médias, les personnes, c'est les auteurs qui vendent des livres. C'est pas le livre algérien, c'est pas une marchandise, c'est pas des bananes. Mais on s'identifie aux auteurs qu'on ramène. Si on ramène pas d'auteurs, on fait rien. C'est comme on n'a rien fait. Marie Mardassi et là encore, on revient à la loi. Toujours la loi, on n'a pas le droit d'exporter des ouvrages algériens. Vous me rappelez un titre de Sofiane Hadjadj, La loi chez Balzac, je pense. Oui, il y a quelques... Oui, bien sûr. Et un si parfait jardin il a 15 ans ce livre. Et ce n'est pas moi, tant qu'à faire, allez. Il a 15 ans. Je me rappelle comme si cela datait d'hier. Ouais. Oui, Marie Mardassi. Donc pour citer, donc voilà, Sofiane Hadjadj aussi, donc il n'y a pas la loi qui accompagne, ne nous permet pas d'exporter nos ouvrages autant que maison d'édition. Là encore, je rejoins Monsieur Gerfi. Vous pouvez ne pas être d'accord aussi au passage. Non, Pour le moment, on s'entend bien parce qu'on partage les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations et on a les mêmes perspectives, j'imagine. C'est que le livre algérien puisse aboutir chez d'autres lecteurs en dehors des frontières algériennes et en dehors des participations de l'Algérie, parce qu'on participe sous le drapeau de l'Algérie, sous l'enseigne Algérie, et on va trouver
que les livres. Il n'y a pas d'auteur, les éditeurs ne sont pas... On peut à la rigueur s'autofinancer, au moins pour participer dans les grands salons. Mais là encore, c'est pas suffisant. On aimerait bien que nos livres soient présents dans les librairies à l'étranger parce que le public qui vient de l'étranger vers le salon du livre d'Alger, ils achètent les livres algériens et ils nous disent on a une bonne production. Le contact encore là est important et le retour là est important. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'aller vers le lectorat étranger, d'exporter le livre vers le lectorat étranger qui est demandeur d'une littérature algérienne? Non, mais je peux vous dire que Canal Algérie, c'est la vitrine de l'Algérie pour l'Occident. Et lors de cette émission, lorsque nous présentons tous les ouvrages, je reçois énormément de mails pour le dire. Vous faites de la promotion presque à des ovnis, parce que nous n'arrivons malheureusement pas à les avoir hors de nos frontières. Qu'est-ce qui empêche la visibilité et la présence du livre algérien à l'international? Ça va être ma dernière question avant d'aller vers Keltoum de Fous. Salma Hallal. Alors, disons que peut-être que pour nuancer, compléter en tout cas le propos de mes collègues, j'ai peut-être une réflexion, c'est que j'avais rencontré la dernière fois une éditrice tunisienne, Madame, j'ai oublié son nom, Elisabeth Daldoul, des éditions Elisade, et qui, elle... font de l'excellent travail. De l'excellent travail, et elle a inventé quelque chose, en tout cas, elle s'est débrouillée pour essayer d'exister en France, notamment dans le réseau de distribution en France, et en fait, elle imprime en France. Alors, il faut avoir les moyens. Elle imprime en France et a pénétré un petit peu le réseau. Parce que c'est quand même très très compliqué de pénétrer, je crois, le réseau de distribution, en tout cas pour la France. Je ne sais pas trop pour... Très très compliqué de pénétrer le réseau de distribution des librairies en France, c'est très très compliqué. Mais voilà, elle a inventé une petite solution. Elle travaille avec un certain nombre de libraires militants qui s'intéressent à la littérature du Maghreb. Et autre manière d'exister qui est assez compliquée, mais qui en tout cas est possible, c'est la cession de droits. Ça aussi, c'est-à-dire que au lieu de vouloir à tout prix comment dire, mettre en branle ce dispositif extrêmement lourd et pesant qu'est l'exportation, il y a cette coédition, voilà, ou cession de droit, c'est-à-dire qu'il faut être dans une relation un peu privilégiée avec un éditeur, là je pense à la France, mais ça peut être aussi un éditeur libanais, et vous êtes dans, il y a de la coédition ou de l'achat de droit, et donc vous êtes allégé par tout ça. Et votre auteur va avoir une réelle visibilité dans le champ. Je complète juste, moi je crois qu'il y a d'autres opportunités que peut-être, c'est les plateformes de vente sur le net. Oui, ça, on le fait déjà en Algérie, ça a commencé, et ça commence à fonctionner. Il y a 4 ou 5 déjà disons vendeurs en ligne de livres, on a des accords avec eux et ça commence. Et même à l'étranger, moi je crois qu'il y a aussi des opportunités. On est contacté par plusieurs alors ceux qui vendent le livre, c'est-à-dire produit fini, et d'autres qui veulent le fichier. D'accord, au format pas PDF, non pas PDF, pas PDF, c'est genre format numérisé pour qu'on ne puisse pas copier. Et là, il y a des opportunités. Mais le piratage des œuvres littéraires et livresques, c'est une autre thématique également. Mais il y a un système qui permet de neutraliser le piratage. Même si certaines de vos œuvres, et pour l'un et pour l'autre, se baladent sur le net parfois, Salma Hallal, mais également Azdine Garbi. Mais ça, il y a des lecteurs... Ouais. Le plus terrible, c'est quand on partage une œuvre. On dit, c'est viral, hein, après c'est exponentiel. Voilà. Alors, donc justement, réflexion sur le Salon international du livre d'Alger. Je le rappelle encore une fois pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours. Ça a été une occasion, une opportunité d'entendre d'autres discours, écouter également le cheminement et le parcours des uns et des autres. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Elle, par contre, a connu pratiquement le combat, comment dire, le parcours du combattant pour se faire éditer. Keltoum de Fous, bonsoir. Bonsoir Karim. Je ne sais pas à combien de maisons d'édition vous avez... Bonsoir Karim. Bonsoir. Je me dis, si la poésie n'existait pas, comment serait le monde?
Ouais. Parce que la poésie, c'est un rêve, c'est la beauté. Et là, je suis devant tout ce qui vend, tout ce qui s'achète, devant ce monde plein d'inquiétudes, de matérialisme. Et là, je vois vraiment. Je suis d'abord venue en tant que poète, en colère. Je me dis, habillée de ma poésie, parce que j'ai tapé. Oui, je suis en colère. Parce que je ne vais pas aujourd'hui donner les noms de toutes les maisons d'édition chez qui j'ai proposé mon manuscrit et qui a été refusé complètement. Écoutez, madame, ça ne se vend pas la poésie. Et le même manuscrit qui a été primé, premier prix de poésie dans toute la francophonie du monde. Écoutez, quand je dis francophonie, c'est 26 pays, c'est des milliers d'ouvrages qui ont été proposés et c'est 26 ouvrages qui ont été édités et 6 seulement ouvrages qui ont été classés premiers, et le mien, il est classé premier prix de poésie. Donc lauréate de la Journée internationale du manuscrit francophone, je vous rappelle, qui a eu lieu à Paris. Mais cette colère, l'insoumission, on la retrouve dans pratiquement votre écrit. Quand vous écrivez, par exemple, Geltum ou Keltum, je suis insoumise. L'écriture, mon arme face à mon trépas. Faut-il crier enfin mes grands silences? Faut-il les hurler, pleurer, mais très bas? Fallait-il me soumettre à leur sentence? Et voilà, je me suis levé un bon matin, on me donne un prénom qui sonne faux, pas grave pour une fille, ou presque rien, des misères comme moi, et on a des lots. Voilà, on sent réellement là, cette colère, cette insoumission. Là, c'est autre chose. Là, parce que moi, je viens en troubadour de la douleur de la femme. La thématique de ma poésie... Qui vous a toujours habité. Hein. Oui. Le thème de ma poésie, c'est dénoncer. Dénoncer et réclamer et défendre les droits des femmes. Mais à la fin, donc, je parle un petit peu de ce dernier recueil qui a eu le premier prix poésie dans la Journée mondiale de la francophonie. Il est articulé entre 2 thèmes. Le premier thème, c'est la colère de la femme. Et cette colère-là, on le sent dès les premières pages. Oui, hein. Et là, je réclame nos droits de femmes. Et surtout, à la fin, il y a l'amour du pays, parce qu'il est articulé sur 2 thèmes. Vous l'avez scindé en 2 parties. Voilà. Et quand je dis, oh, mon amour, et là, c'est le pays. Donc, moi, j'ai à cœur la culture, notre culture, cette pluralité que nous avons, et que finalement, comme a dit Kundera, moi je me suis exilée avec mes ouvrages. Je suis en tête de 12 recueils de poésie qui ont tous été, il y a 5 qui ont tous été primés, 5 recueils. J'ai eu le premier prix de la francophonie Blaise Cendrars à Pau, j'ai eu le premier prix à Narbonne de la paix, j'ai eu le premier prix dernièrement à Mavika. Sommes-nous insensibles à la poésie? De l'amour, la poésie de l'amour. Sommes-nous insensibles à la poésie? Quelle est la place de la place de la poésie dans la cité? Oui, malheureusement, quand on veut définir la poésie, on est toujours à court de mots. Parce que la poésie, c'est un message artistique qu'on ne peut pas définir. Et là, je viens en troubadour de l'amour ou en troubadour de la paix. Je me suis toujours posé la question, à quoi sert la poésie? Mais en vous lisant, j'ai un semblant de réponse. Quand vous écrivez dans le pays de la solitude et du vide, j'ai atterri un jour d'été au soleil torride. J'ai frappé à la porte de la vie bien avide, un monde de femmes aux reins solides. Me voici devant ce spectacle en muette, des nuits infinies, étoiles et clairs de lune. J'ai regardé devant moi, désert de dunes, leur vie subtilisée et vendue à la sauvette. Je devais baisser la tête et raser les murs, honteuse de ma féminité. Tout est fermeture, clé de voûte, la femme libre de ses disparures, de leur lumière, elle suture ses déchirures. Quel thème de fausse. Y a-t-il pas une forme de résonance entre ces voix de femmes pour lesquelles vous étiez sur ce même plateau ici et aujourd'hui? Il y a une forme de dialogue presque de ces voix muettes, de ces femmes torturées. Écoutez, Karim, quand on écrit, on dit c'est brûler vif, comme a dit Blaise Cendrars. Donc, écrire, c'est brûler vif, mais renaître de ses cendres. Quand on écrit, en général, moi, je suis spécialiste du sonnet. Et quand je dis sonnet en littérature française, c'est 2 quatrains et 2 tercets. Oui, bien sûr. Et donc, quand j'écris, le sonnet est le plus court, mais qui forme une entité et qui est expressive. J'essaye de centrer, dans chaque poème, de centrer un thème. Et là, que vous venez de lire ce thème-là de la révolte, de la colère, mais aussi il y a le thème de l'amour que vous trouvez à la fin. Et vous savez bien que tout ce qui dit poésie, il dit femme.
Et donc, si on essaye de nous promener dans le monde de la poésie, dans le monde arabe ou même dans le monde occidental, la poésie a toujours été l'étendard de la liberté de la femme. Si on essaye de voir le plus loin qu'on puisse partir, on va voir Al-Khansa dans ses éloges funéraires pour son frère, puis on vient un petit peu à Rabia al-Adawiya, puis on vient un petit peu en avance pour arriver à l'amour charnel aussi de cette princesse d'Andalousie, Ouellada bint al-Muqtafi. Et là, mais par contre, si je compare par rapport au monde occidental, la poésie, elle vient récemment de naître avec George Sand, parce que avant, une femme qui écrit, elle est mal vue en Europe. Quand on parle d'une femme qui écrit, on dit que c'est un homme. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les bas bleus. Au départ, c'était juste un surnom, mais après, ça devient comme un mépris pour stigmatiser la femme qui écrit. Et donc, je suis là pour montrer que la poésie algérienne est là, elle est vivante. Et d'ailleurs, votre chaîne, bien aimée, Canal Algérie, elle est là pour chanter cette littérature et pour montrer que même la plus vieille littérature qui est la poésie, elle est de retour. J'ai l'impression que vous nous parlez de cette ivresse d'un amour presque impossible entre la poésie et nous. Oui. On est presque dans une forme d'incompréhension en direction des poètes que vous êtes. Dommage que vous passez à côté de cette ivresse, parce que l'ivresse de la poésie, parce que... J'en ai presque le vertige alors, c'est pas la peine de me regarder comme ça, Kulthum Defouz. Oui, donc j'ai bu votre poésie. C'est la raison pour laquelle on vous a invité ce soir. Oui, mais sur les réseaux sociaux, la poésie est de retour. D'ailleurs, la dernière enquête de Washington Post, ils ont dit que plein de jeunes, la jeune génération des selfies, ils accompagnent leurs photos avec quelques vers de poètes. La poésie est de retour. Malheureusement, on appelait avant l'enfant mal aimé de la littérature, mais elle est de retour et en grande pompe. Alors, entre le rêve et la folie, une tempête de feu, des soupirs balayant des douleurs, des bleus, maudite absence, elle a bâti dans notre creux un asile de damnés aphone avec nous deux. Votre rapport à la poésie, il est pluriel, hein. Il est charnel, il est maudit, vous en parliez à l'instant, il est très douloureux par la même occasion, parce que la place de la femme, cette femme muselée, cette femme torturée, cette femme murée dans le silence, c'est une thématique récurrente également dans vos univers poétique. Et parce que la poésie, moi personnellement, ma poésie à moi, elle est engagée pour la liberté et les droits des femmes. Et donc, j'essaye de donner la parole à toutes les femmes et à tous les problèmes qui touchent la femme, non seulement algérienne, mais la femme du monde entier. La dernière fois, quand j'ai lu mon poème lors de la cérémonie de la journée mondiale de la francophonie, c'était la peur d'être femme. Et quand je parle de femme, pas seulement algérienne, mais toutes les femmes. Femmes du monde. Les femmes du monde. Pourquoi est-ce qu'on a réellement l'impression que c'est presque le journal d'une femme insomniaque? Il y a des dates, il y a des lieux que vous citez dans votre ouvrage qui a été primé lors de, je le rappelle. En poésie en général, on puise des phrases nominales, ou bien surtout des noms. Parce que la phrase verbale, le verbe, comme dit Michel Dancel, d'ailleurs c'est le président du jury qui m'a attribué le prix, il dit que le verbe, il est envahisseur, il est colonisateur parce qu'il utilise le pronom personnel du sujet, il utilise le temps, et lui, la poésie, d'après lui, ou d'après tous les poètes, la poésie est présent, intemporel. Et la poésie elle est impersonnelle, elle est nominale, elle a une valeur générale et qui s'adresse à tout le monde. Mais on vous a prouvé que la poésie a toujours une place ici sur ce plateau, tous les dimanches soirs autour de 22 h. Je le rappelle, Kulthum Defouz, que vous avez été lauréate donc justement de la Journée internationale du manuscrit francophone en France il y a seulement quelques jours. Et vous parlez de la place de la femme en Algérie, dans le Maghreb et dans le monde arabe et dans le monde. Et j'avais rendu hommage donc à cet écorché vif qui nous a quittés il y a quelque temps, qui est aussi de Constantine. Donc je le disais, Abdelhamid Bouassida V, dans les yeux de Satan. J'ai comme l'impression qu'il est en train de vous répondre, de vous parler quand il dit à la page 59 dans sa nouvelle la boucherie du coin. Tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est qu'ils confondent tout quand ils parlent de gigot. Ils font des gestes obscènes car pour désigner une femme, ils utilisent les
des termes gigots ou morceaux. À l'allure où évolue le langage, on ira bientôt demander la main d'une jeune fille chez le boucher du coin et acheter de la viande fraîche chez les parents du jeune vierge. Voilà, donc ça, je vous le conseille vivement, entre autres, par la même occasion, les ouvrages de Kulthum de Fous. Merci beaucoup d'avoir fait une halte sur notre plateau. Je vous en prie, Karim. Je voudrais juste lire un poème pour la plume des femmes. Je vous écoute et ça Merci. va être... allez-y. Voilà. Plume de femme. Non, notre plume de femme n'est pas vanité. Ni celle du colibri, ni ramage de corbeau, ni pan dans une cour, royaume d'infidélité. Elle est vert incrusté, calice du plus beau. Elle est celle des bas bleus, ô vil sortilège. Elle est tache d'encre, elle n'est pas venin. Elle est eau de vie, vertige, tourne manège. Une contraction tenant le monde par la main. Une douleur, une naissance, hymne à l'amour. Sa main n'est pas seulement baiser galant. Son franc n'est pas baiser pour toujours. Elle est plume aiguisée aux mots combattants. Ô Dieu, faites que nos mots soient des mots assez forts, assez violents, assez solides, assez pertinents, assez fluides, assez beaux, assez francs et assez authentiques et morbides. Ô femmes, triez vos mots, écrivez, mesdames, vous êtes feu d'artifice, cendres de ces volatiles, vous êtes des moulins à vent, un souffle en larmes. Ni bourgeoise, ni prolétaire, ni mercantile, érudite, avide du savoir, belle prosatrice, ces nymphes amantes des livres sans âge, eau bleue, vaillante, gardienne, créatrice, dame de plume, femme toujours à la page. Merci beaucoup, Kulthum de Fous. Voilà donc le salon international du livre nous a encore permis de rencontrer tous ceux qui font cette chaîne. Je le rappelle encore une fois, ce salon qui a refermé ses portes hier. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@untv.dz. Quelques ouvrages que vous retrouverez à partir de demain chez les bons libraires. Ça s'appelle Aïzar, un enfant dans la guerre, les camps. Il raconte tout ça, bien sûr, dans son ouvrage chez Balzac Éditions. Une autre édition augmentée, revue et corrigée, c'est celle de L'Azhari Lapter, journaliste algérien entre 1988 et 98, chronique des années d'espoir et de terreur. C'est chez Shihab Éditions. Tenez-vous bien, il a pas moins de 4 ouvrages cette année, hein, L'Azhari Lapter, pendant le Salon international du livre. Il sera entre autres chez nous, sur ce même plateau. Il avait entre autres provoqué un débat ici même, sur Canal Algérie et dans Culture Club, à travers à quoi sert le SILA, un marché en quête je me rappelle plus du gros titre, mais en tout cas Abzian Farhani est de retour à travers son dernier livre. Ça s'appelle Les couffins de l'équinoxe. Ce sont des nouvelles parues aux éditions Shihab. Il s'appelle Djilani Marachi. Ça ne tient qu'à un cheveu. De l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire. En tout cas, il sera de passage pour nous raconter son rapport, donc justement à la nuit, à la lune et au star system. Préfacé par Abdelhak Abdelhi, c'est aux éditions Nassib. Ça vient également tout juste de sortir. Histoire et mémoire, c'est ce que vous propose Mustafa Hassan Bey, de Constantine à El Jazair, l'héritage turc. C'est paru aux éditions
aux éditions Shihab. Le voilà. Je vous parlais de cet auteur à qui nous rendrons certainement hommage cette année. Il s'agit de Abdelhamid Ali Bouassida pour Les 5 dans les yeux de Satan et entre autres un autre ouvrage paru aux éditions toujours Casbah. Ce sont des nouvelles éditées à titre posthume. Cette fois-ci, c'est Jean-François Garde à la rencontre de Laurès, 50 ans d'amitié entre 1966 et 2016. Il était, je pense, au Salon international du livre cette fois-ci. Et par la même occasion, vous rappelez de la poésie, on parlait de poésie, donc justement, c'est un ouvrage pour lequel vous avez eu un coup de cœur, Mariam Bardassi de Rania Shaibi. Une jeune étudiante de 23 ans, donc qui صوت خاطري صوت خاطري عندما تصبح الكلمات للقلب دواء ودليلا. Et il y a une autre poétesse qui arrive aussi, Nowara Zainab, avec Qanadil Shawq. C'est pour dire que la poésie, effectivement, revient. Et la poésie est écrite par les femmes aussi. Et voilà donc, elle le disait à l'instant, bien sûr, quel thème de fous. Il sera aussi avec nous cette année, Mustafa Ben Fodil, pour Body Writing, c'est Vie et mort de Karim Fatimi, écrivain entre 1968 et 2014. C'est un roman paru donc aux éditions Balzac. Et puis, comme le dit si bien Ahmed Boulis, notre réalisateur, un dernier pour la route, celui de Shamseddin Chetour, l'histoire de l'Algérie, de la résilience à la quête de la modernité. C'est son dernier ouvrage, paru donc aux éditions Shihab. Voilà donc tout ce que vous pourrez demander à votre libraire habituel à partir de demain. Ça a été un plaisir de venir à votre rencontre et remercier par la même occasion tous ceux qui nous alimentent tout au long de l'année, c'est-à-dire les éditeurs et les auteurs qui nous font le plaisir, mais également l'honneur d'être avec nous chaque dimanche. Merci beaucoup Salma Hallal. À très bientôt, j'espère. Que pourrais-je vous dire? Bon vent, ma chère Kelton de Fous, puis à très bientôt. Très bientôt, oui. Un plaisir pour les prochains ouvrages. Hein. Et puis un grand merci également à Asdin. Merci à toi, Karim, Asdin, je le rappelle encore une fois, Garfi, le directeur de la maison d'édition Shihab, qui va bientôt fêter ses 30 ans. On n'a pas parlé du marathon des Medrassen, c'est bien ça? Oui, exact. Voilà, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. Et on va fêter ça en 10e marathon en 2019. Pour la sauvegarde de ce monument qui a traversé les siècles et qui est dans un état assez triste aujourd'hui. Voilà, un grand merci également à Mariam Bardassi des éditions, je vous rappelle, du Champ Libre à Constantine. Un grand merci à vous, à Canal Algérie, de nous avoir permis à chaque fois, de nous permettre à chaque fois de discuter, de partager un peu les expériences et puis garder espoir dans la lecture et dans l'édition aussi. Voilà, le livre nous sauvera. Toujours comme l'amour. Alors, je me suis toujours posé la question à savoir est-ce que Canal Algérie est une chaîne d'amour ou est-ce l'amour de la chaîne qui nous fait qu'on se retrouve chaque dimanche soir. Voilà, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Alors, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi autour de 10h55. Gardons le contact sur notre page, donc cultureclub@20tv.